comme je me suis mis dans une situation de dos au mur, c'était inconcevable pour moi de revenir chez mes parents. Et j'étais en mode, j'étais obligé de trouver une solution. Et en fait, quand je suis sous pression, quand vraiment j'ai limite pas un sou sur mon compte, que je performe le mieux. Et du coup, en fait, j'étais en mode, attends, il n'y a pas le choix. J'ai effectivement un peu d'argent, mais j'ai plus de business à proprement parler, donc j'ai Ouais. plus forcément de rentrée d'argent. Et étonnamment, tu vois, en un mois, j'ai ressorti un truc. Tu vois, c'est tout récent. Tu vois, le mois d'après, en une semaine, j'avais fait 29 000 balles. C'est souvent, effectivement, quand je te rejoins là-dessus, c'est souvent quand t'es un peu dos au mur que tu vas vouloir aller performer très vite parce que t'as pas vraiment le choix quelque part. Attends, hein, je gagne déjà plus que mes profs. Ils ont fait 5 ans d'études après le bac. C'est quoi la douille, quoi? Ouais, C'est quoi la douille? Qu'est-ce qu'on essaie de me faire ici? Mais surtout qu'en plus, tu vivais le fait que tu gagnais plus que 3 000 euros. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui te disait, par exemple, oui, l'école c'est un scam, tu peux faire plus, etc. Toi, en fait, c'est que tu vivais que tu faisais plus que 3 000 et 4 000 euros. Du coup, t'étais en mode, c'est vraiment la grosse douille, quoi. Bienvenue à tous dans ce podcast. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Thomas Ribon, coach sportif. On va parler un petit peu de ton parcours, de comment t'en es arrivé là. Aussi, on va parler un petit peu de ton expatriation à Bangkok, puisqu'on est quasiment arrivé dans les mêmes eaux, dans les mêmes mois. Ça. Donc, on va partager un petit peu tout ça. L'idée un peu de ce podcast, c'est qu'on fasse une bonne discussion, comment construire une communauté, comment développer un business dans un milieu qui est assez saturé, mine de rien, sur le tien, et comment tu as réussi à te démarquer grâce à ça. On va parler aussi un peu chiffres, je pense que tu vas pouvoir nous partager quelques résultats que tu as pu obtenir dans ce domaine-là. Voilà, je te laisse un peu commencer par te présenter, et puis de manière générale, que tu nous en dises un peu plus sur toi. Nickel. Déjà, merci à toi pour l'invitation, Alexis. Et pour ce qui est du business, comment j'ai commencé, tout simplement, c'est que au début, j'étais en licence STAPS. Et je savais déjà qu'en STAPS, je voulais pas faire un métier d'éducateur ou de prof, etc. Je voulais vraiment un truc où j'étais libre et aussi où je voulais voyager. Vu que en 2019, j'étais allé au Vietnam et j'avais vraiment trouvé ce truc du voyage au Vietnam énorme. J'étais allé en Asie, je kiffais. Et du coup, je me suis dit, comment je peux faire un métier, quelque chose que j'aime, une passion, et à la fois voyager. Et du coup, le business en ligne est venu tout simplement naturellement. Du coup, coach sportif en ligne. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'étais en mode, si déjà je peux faire 1 000 euros par mois, ça serait déjà énorme, etc. J'avais déjà en fait, quand on commence, on a déjà ce truc de croyance limitante, on se dit, déjà 1 000 euros, ça pourrait être stylé. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, ça n'a pas vraiment fonctionné. Vraiment, je fais 150 euros par mois, c'était vraiment de la galère. Et après, j'ai rencontré un mentor qui là, m'a vraiment bluffé. C'était la première fois que j'acceptais quelqu'un qui venait dans mes DM en prospection à aller en call avec lui. On a plein, quand on est coach sportif, on a plein de personnes qui viennent directement dans nos DM, c'est vraiment insupportable. Du coup, je l'ai eu en closing. Il m'a littéralement retourné le cerveau, il était très bon en closing. Et à partir de ça, un mois après, finalement, j'arrivais à vivre de mon business en ligne. Je m'étais associé avec une personne aussi à ce moment-là. On a fait nos premiers 1 500 euros. Moi j'ai 1 500 et 1 500, on a fait un closing à 3K en fait, dans du coaching sportif. Ok, Si on ciblait des entrepreneurs, il était en mode, les gars, allez cibler des entrepreneurs. Bon, c'était un peu galère, on démarchait, je crois, 200 personnes par jour. Et finalement, premier closing. Je me rappelle que j'avais eu du coup mes 800 euros d'intérim, parce que je travaillais en intérim en attendant de trouver un travail, etc. Plus la close à 1 500. Et je me suis dit que, avec cet argent, je vais partir de la France, je vais faire un coup de poker, entre guillemets. Et je suis parti du coup en Bulgarie. Ok. Et là, vraiment en Bulgarie, pendant 1 an et demi, j'ai développé le business. Je suis passé, j'étais à 1K au début, j'ai fini à peu près à 2-3K. Et c'est vraiment, donc ça c'était en 2021 que je suis parti en Bulgarie. Et en juillet 2022, vraiment, ça a explosé sur mes réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. Et vraiment là, en fait, dans le business, on sait très bien, à partir du moment où on a du trafic, plein de trafic, derrière, au final, bien sûr, il faut bien une offre, etc., un avatar. Mais ouais, c'est là j'ai eu beaucoup de trafic et c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment avoir un maximum de clients. Et ensuite, petit à petit, avoir suffisamment d'argent pour partir directement en Thaïlande, ici. Ouais, trop bien. Effectivement, pour ceux qui nous regardent, on est actuellement à Bangkok. On vit ici tous les deux depuis un bon moment maintenant, quand on y pense. Donc ça va faire un moment. Pourquoi finalement avoir quitté la Bulgarie et de passer en Thaïlande, en particulier à Bangkok? Ouais, alors du coup, déjà l'Asie, je l'avais en tête quand j'étais en Bulgarie, mais à ce moment-là, j'avais pas trop d'argent. Et en juillet 2022, j'étais du coup avec une meuf bulgare, et du coup, on a eu une rupture. Et je dis ça à mon meilleur pote de Bulgarie, voilà, c'est fini. Et lui, il m'envoie un message, ça tombe bien, je voulais te le dire, je pars en Thaïlande en septembre. Du coup, je me suis dit, bon, il y a la rupture, j'ai plus rien à faire en Bulgarie, parce que, bon, on va pas se mentir, c'est juste bien quand t'as pas beaucoup d'argent et de faire un réseau. Ok. Et après, voilà. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais te suivre. Et je suis parti après en Thaïlande. À la base, c'était le Vietnam que je voulais faire. Mais au final, je me suis aperçu que, avec du recul, je me dis, heureusement que ça a été la Thaïlande et Bangkok, quoi. Trop bien. Ouais, c'est pareil pour moi. Tu vois, je suis arrivé à la base pour des vacances en Thaïlande. Ok. Ça fait déjà un peu plus d'1 an maintenant, tu vois, quand j'y pense.
Et donc je suis arrivé ici avec ma copine et on s'est dit, non, c'est pas mal en fait, tu vois, alors qualité de service, etc. Avant j'étais à Bali, j'ai fait Bali quasiment pendant 1 an et demi. Et après je me suis dit, bon, bah, écoute, la Thaïlande c'est pas mal, tu vois, qualité de Ouais, service, t'as un peu le mix de plein de choses en même temps. Et je trouve que c'est vraiment cool d'y rester là-bas. En particulier à Bangkok, tu vois, mine de rien. ouais. Souvent en France, tu vois, les gens ils se font une mauvaise image de Bangkok, j'ai l'impression. Ils pensent que c'est trop le bordel partout, que voilà, c'est trop, il y a trop de choses qui se passent en même temps, etc. Mais en réalité, tu vois, quand à peu près dans le quartier d'où on vit, donc à peu près Sukhumvit, je crois que tu es vers Sukhumvit aussi, Ouais, ouais. euh, de manière générale, en fait, tu restes quasiment tout le temps au même endroit, donc c'est tout le temps des petits trajets. Tu as vraiment des services de Exactement. fous furieux partout, qualité de vie incroyable, quoi. Donc, De ouf, c'est ça, en fait, c'est que Bangkok, c'est méga large, mais au final, tout se passe dans la même zone. C'est sur Sukhumvit, sur 4-5 km, et c'est pas. Ouais, complètement. Et surtout, le réseau est fou ici. Quand on y pense, il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on peut c'est vrai. rencontrer. Bah, c'est d'ailleurs en fait à Bangkok hein, qu'on s'est rencontrés quand on y pense. Exactement, Donc, un meeting comme ça, d'entrepreneurs. ouais, je sais même plus d'ailleurs, on s'était rencontrés. C'est vrai que c'est une bonne question. Ça. Je crois Ouais, qu'on s'est sans doute un dîner entrepreneur, ouais, quelque c'est chose comme ça. Ouais. ça. Ouais, il y a des chances. Ça m'intéresse pas mal de savoir comment tu as développé ton audience, du coup, un peu de coach Ouais. sportif qui galérait 150 euros par mois à vivre très confortablement en tant que ton activité. Comment tu as développé ton audience? Quels sont un peu les secrets derrière tout ça? En fait, c'est que je me suis aperçu que bah, le coaching sportif, tout le monde le sait, c'est une niche qui est saturée. Enfin, ouais, c'est un domaine qui est vraiment saturé. Et je me suis dit que bah, j'avais un pote qui était copywriter et il me disait comme ça, ok, tu mets dans ta bio que t'es coach pour skinny. Au final, il n'y a aucun contenu qui sont pour les personnes skinny. Et voilà, lui, il est copywriter, il sait très bien que bah, le principe de niche, enfin, tout le monde le sait que c'est important, mais j'étais tellement la tête dans le guidon que j'étais en mode ouais, je vais faire juste du coaching sportif normal. Et en fait, j'étais comme monsieur tout le monde. Et du coup, je me suis mis dans la niche des personnes qui sont vraiment skinny, qui sont maigres, vu que c'était voilà, c'était moi, je faisais 50 kilos avant et je suis passé à 75. Donc en fait, mon avatar client, il pouvait se reconnaître dans ma transformation et c'est ce résultat que j'ai aujourd'hui qu'il veut finalement. Et donc, bah, j'ai commencé à mettre bah, chez les personnes skinny. Et là, directement, j'ai senti que ça a résonné chez les gens. Et en plus, à côté, je faisais en fait un type de contenu qui était un petit peu nouveau dans le coaching sportif, c'est-à-dire que voilà, où je mettais les sous-titres, où c'était un petit peu agressif, où c'était en fait, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler des viral ads. C'est-à-dire que c'était un peu comme des ads parce que je faisais un contenu, c'est par exemple si tu es skinny, blablabla, tu ressembles à ça, ça, ça. Et à la fin, je mettais un call to action pour qu'il m'envoie un message. Ok. Et en fait, ce type de réel, ça a créé tout de suite beaucoup d'engagement. Les gens, ils sont reconnus. Et ouais, je dirais qu'en fait, c'est le mélange de mettre dans la niche de chez les skinny, plus à côté, bah, faire en sorte d'avoir des scripts qui sont assez agressifs, qui a fait que finalement, bah, ça a fonctionné. Et ça a fait beaucoup de. Bah, j'ai eu beaucoup de DM. Et après, Trop j'avais bien. en moyenne ouais, 200 DM de personnes qui étaient intéressées ouais, pour mes accompagnements. Trop bien. Alors, bien sûr, il y avait des mineurs, mais. Ouais. Ouais, ça arrive toujours de toute façon quand on Mm. crée une communauté comme ça. Alors moi, tu le sais, je suis très partisan des ads. Bon, forcément, c'est ce que je fais le plus et je suis un gros fanatique de la stratégie ads, même si, bon, évidemment, il y a d'autres stratégies qui peuvent venir complémenter tout ça. Toi, tu as vraiment commencé finalement par focus sur la création de content, etc. Tu dirais que Exactement. ça t'a pris à peu près combien de temps pour vraiment exploser sur les réseaux? Pour ceux qui connaissent pas encore, Thomas, 60 000 abonnés sur Insta, si je dis pas de C'est bêtises. ça, quasiment. Euh, des dizaines de milliers d'abonnés sur TikTok aussi, si je dis pas de bêtises, que c'est Ouais, comme ça. 80 000. 80 000 abonnés. Donc, combien de temps ça t'a pris en fait pour développer une audience comme ça? Ouais, alors, 1 an et demi à peu près. Enfin, en fait, j'avais commencé par YouTube. Avant, au début, je misais tout par YouTube. J'étais en mode, vas-y, c'est vraiment le canal d'acquisition qui va me permettre de grossir. Mais je me suis aperçu que dans le coaching sportif, en fait, il faut faire énormément de volume pour finalement pour faire des gros chiffres d'affaires. Ok. Alors que dans le Make Money, voilà, il suffit qu'il y a 2-3 gars qui te découvrent sur YouTube, tu peux les closer. Si tu es sur une offre à 5-10K, tu fais vite fait un chiffre d'affaires. Alors que le coaching sportif, on est sur des offres qui sont naturellement moins chères, surtout avec ma cible. Mon avatar, il a pas énormément d'argent, vu que voilà, c'est comme ça. Du coup, en fait, il faut faire beaucoup de volume. Et sur YouTube, ça veut dire qu'il faut exploser. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'exploser sur YouTube. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait du YouTube, ça n'a pas trop fonctionné. Et vraiment, quand les réels et TikTok sont arrivés, je me suis mis dessus. Et ça a pris à peu près 9 mois, 10 mois à vraiment exploser. Ok. Et comment tu as vécu cette période justement d'environ 10 mois à devoir continuer sans forcément, j'imagine, avoir les résultats que tu voulais à ce moment-là, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait avancer Mais en fait, là-dessus? c'est que comme je me suis mis dans une situation de dos au mur quand je suis allé en Bulgarie, en fait, c'était inconcevable pour moi de revenir chez mes parents. Ok. Et j'étais en mode, bah, j'étais obligé de trouver une solution. Et en fait, quand je suis sous pression, après, je sais que les gens, c'est différent. Certains, sous pression, ils galèrent un peu plus. Ils aiment bien être bien organisés, etc. Mais moi, c'est vraiment quand je suis dos au mur, quand vraiment j'ai limite pas un sou sur mon compte, que je performe le mieux. Et du coup, en fait, j'étais en mode, attends, il n'y a pas le choix. Donc, et je suis mieux en Bulgarie à faire pas trop d'argent qu'en France, par exemple, à faire 2000 euros dans un job, je sais pas, à l'usine. Trop bien. Vraiment. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, là, le fait d'être dos au mur et que tu
c'est ce qui te pousse à performer, etc. Franchement, je suis un peu pareil. Tu vois, je crois qu'on en avait un petit peu parlé, mais il y a de ça quelques mois maintenant, j'ai revendu mon ancienne boîte, ce qui fait que je repartais du coup de zéro, page blanche, nouveau Ouais, business, totalité, etc. Et j'étais dans cette situation, ok, je me disais, ok, maintenant j'ai mes compétences, j'ai effectivement un peu d'argent, mais j'ai plus de business à proprement parler, donc ouais, j'avais plus forcément de rentrée d'argent. Et étonnamment, tu vois, en un mois, j'ai ressorti un truc, et le mois d'après, bah, tu vois, c'est tout récent, tu vois, le mois d'après, en une semaine, j'avais fait 29 000 balles. ouais. Donc, c'est souvent, effectivement, quand et je te rejoins là-dessus, c'est souvent quand tu es un peu dos au mur que tu vas vouloir aller performer très, très, très vite parce que tu n'as pas vraiment le choix quelque part, tu vois, c'est Exactement. ça. Ça va comme si ton cerveau il débloquait des choses et je sais pas, des fois tu peux avoir cette petite flemme quand tu es à l'aise au niveau de l'argent, mais là en fait ton cerveau il se dit bah non, en fait faut bosser comme ça et le seul problème c'est que bah en fait on peut pas tout le temps performer quand on est dos au mur avec zéro argent sur le compte, faut Ouais. trouver d'autres méthodes, mais c'est vrai qu'au début ça te permet de bah en fait de voir que finalement ton cerveau il est capable de trouver des solutions, il est capable vraiment de pousser et ouais de trouver des solutions et de sortir de là. Carrément, carrément, carrément. Un point aussi intéressant, et tu vois, j'ai le même business model, c'est-à-dire que c'est des méthodes que j'ai mis en place qui ont marché sur moi et que maintenant je réplique sur d'autres business. Finalement, c'est un peu ce que tu fais. Tu me parlais avant que tu étais un ancien maigre et que tu es devenu voilà, musclé, 75 kilos, tu as pris 25 kilos de muscle du coup. Ouais. Et du coup, tu répliques finalement cette même méthode sur d'autres personnes. Est-ce que tu dirais que c'est un peu le secret justement, et c'est comme ça qu'on sait que ça marche, de le tester d'abord sur soi-même et d'ensuite tester sur d'autres personnes et finalement en faire ton business? Alors c'est vrai que c'est une solution effectivement. Après, de mon expérience, je vois qu'il y a plus ou moins en fait deux solutions. Soit en fait, effectivement, c'est la transformation enfin, c'est nous qui avons eu la transformation en premier, du coup, ça inspire bien les autres. Ou alors, par exemple, on a des coachs sportifs qui se mettent dans la perte de poids pour les femmes. Donc eux ont aucune expérience, mais par exemple, ils ont accompagné beaucoup de femmes et ce qui fait leur autorité. Donc en fait, par exemple, ces femmes-là vont acheter parce que bah, cette personne a accompagné tellement de femmes. Ouais. Ou alors, autrement, les gens vont plus acheter pour, bah, bien sûr, tu as des témoignages, mais aussi ils sont inspirés par toi. Mais c'est vrai, je pense que quand tu as vécu là où ton avatar client était avant et en vrai, toi, tu as réussi ce chemin, en fait, ils sont beaucoup plus inspirés. Et je dirais que d'un point de vue même création de contenu, etc., bah, les gens, du coup, ils vont être inspirés, ils vont regarder tes vidéos, ils vont être en mode, ils vont acheter limite parce qu'ils sont inspirés par toi plutôt que par la valeur uniquement que Mm, mm. tu donnes. Make sense. Mais comment se compose un peu ton offre? Comment t'en es venu? Parce que j'imagine qu'au départ, ça ressemblait pas du tout à ce que c'est maintenant. Sur quoi t'as basé ton offre un peu pour que ça puisse performer auprès de tes clients? Ouais, alors au niveau de l'offre, en fait, c'est que dans le coaching sportif, je dirais que c'est un peu un domaine où enfin, on peut pas vraiment révolutionner les choses, le corps il fonctionne pareil, etc. Donc c'est plus les axes marketing que tu vas utiliser ouais, qui vont vraiment changer. Par exemple, dans le Make Money, il y a un peu des nouvelles méthodes par exemple, qui peuvent émerger du style fais de l'argent maintenant avec la TikTok monétisation, alors que tu vois, il y a 3 ans, tu pouvais pas vraiment Ouais. faire ça. Alors que le coaching sportif, bah, ça sera toujours la même chose. Il te faut un plan d'entraînement, de nutrition, un coach derrière qui te booste pour que tu sois discipliné. Donc en fait, vraiment, l'offre, ce qui a vraiment changé, c'est vraiment dire que c'était un programme destiné aux personnes qui étaient skinny. Et en fait, c'est un petit peu entre guillemets notre mécanisme unique et tout le monde achète quand ils sont avec nous au téléphone. Ils sont en mode bah ouais, c'est la première fois que je vois un coach pour skinny. Votre programme a l'air d'être fait que pour moi, donc en fait, j'achète. Et on a très rarement en coach des gens qui vont nous dire ouais, bah finalement, je vais aller voir les concurrents, j'attends de prendre ma décision pour aller faire un autre appel avec un concurrent, quoi. Ok. Parce qu'il n'y a pas de concurrent chez les skinny. Ouais, c'est vrai que du coup, t'as ton marché un peu à toi tout seul qui Exactement. finalement. Mais en plus, c'est venu tout seul finalement parce que c'était toi-même avant et tu t'es dit, bon, en fait, je vais aider les autres personnes à faire C'est quand ça, même c'est et un tu t'es pote retrouvé tout copywriter seul, quoi. qui m'a dit ouais, bah en fait, mec, Trop pourquoi bien. tu fais pas ça Trop bien, trop bien. Ouais. Et ok, c'est quoi un peu les objectifs par la suite que tu veux atteindre, etc. Qu'est-ce que tu as prévu justement à ce niveau-là? Ouais, déjà, c'est d'aller en fait atteindre les 25K. Ok. 25K par mois. Et une fois que j'ai les 25K, je vois ce que je fais. Parce que, en fait, monter un business de coaching sportif, c'est un petit peu. Enfin, en fait, ça demande beaucoup de. Comment dire? C'est un petit peu compliqué vu qu'on est sur des plus petites offres, etc., etc. Donc, à voir ce que je fais, si je vais dans un autre business qui a un plus gros potentiel. Ok. Donc là, aller chercher les 25K toujours sur le même business model du coup. Voilà, c'est ça. Et après, potentiellement rajouter des upsells, rajouter tout un tas d'éléments derrière. C'est ça un petit peu le plan? Ouais, c'est ça. Ou même carrément changer de business. Complètement Ok. changer, ouais, voir. Déjà, en fait, je continue à peaufiner comment dire, mes compétences. Là maintenant, vu que je suis plus dans l'opérationnel, là c'est plus du management, faire en sorte en fait, d'être dans le CEO, quoi, vraiment de gérer ça. Donc j'améliore ces compétences-là avant de passer sur un autre business. Ok. Et Ok. après, je réfléchirai, je me dirai, ok, qu'est-ce que je veux vraiment. Et pour l'instant, je suis en mode, je ferme les yeux, je vais jusqu'au 25K et 25K, c'est Ouais, bon. Pendant 2 mois. tu te poses pas de questions, tu y vas directement et tu verras après quoi. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Ok. 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 Et toujours dans le milieu coaching sportif ou carrément autre chose? Peut-être autre chose, vraiment. Ok. À Top. voir. Ok. Ok. Intéressant.
Revenons-en un peu sur la partie voyage, parce que moi, c'est un truc que Ouais. j'aime beaucoup. J'ai aussi beaucoup voyagé, notamment. Et toi aussi, finalement, là-dessus. Est-ce que tu te vois encore longtemps en Thaïlande? Est-ce que tu prévois de bouger ailleurs? C'est quoi un petit peu le plan pour toi sur les prochaines années? Ouais, alors par rapport à ça, c'est ce que j'ai remarqué et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. C'est vraiment ce truc de si en fait on fait que bouger, en fait on met du chaos à chaque fois dans notre vie et le business est déjà suffisamment de chaos, ce qui fait que c'est dur de rester focus sur quelque chose. Ce qui fait que là, je me suis dit que je reste au moins, je sais, 5 ans en Thaïlande. Et même en fait, je me vois à vie en Thaïlande, c'est un peu ma base. Et autour, après, des fois, quand j'ai envie de faire des voyages, je fais des voyages, etc. Par exemple, un mois au Japon, je vais un mois aux États-Unis, etc. Mais ouais, vraiment avoir une base. Et puis même pour tout ce qui est fiscalité, etc. En fait, si tu bouges tout le temps, bah, t'es nulle part. Et bah, c'est mieux d'avoir comme une base. Donc, Ouais. je me vois très long terme en Thaïlande. Ouais. C'est marrant ce que tu amènes là. J'étais un peu dans. Moi, j'ai fait quasiment 2 ans et demi au total à vraiment bouger un peu partout, tu vois, sans vraiment avoir de base. Tu vois, Airbnb, je dois être un de leurs Ouais, meilleurs clients maintenant. Au vu du nombre d'Airbnb que j'ai fait, tu vois, je change à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines ouais, d'endroit. Donc, j'ai quand même. Ben, je suis passé un peu partout là-dessus, ce qui a été une très bonne expérience. Hein, je vais pas cracher dessus, ça c'est clair. Mais effectivement, tu vois, maintenant avec du recul, je pouvais pas atteindre les résultats que je voulais atteindre c'est ça. durant cette période-là, même si ça m'a beaucoup apporté d'un point de vue voyage, tu vois. Forcément, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré plein de monde. Mais je pouvais pas avoir vraiment, tu vois, mon bureau, je pouvais bien bosser, rester en place là-dessus. Et forcément, du coup, ça a amené à des résultats qui sont conséquents parce que forcément, quand déjà tu dois check-in et check-out tous les 3 jours, tu vois ce que je veux dire, c'est que Ah c'est ouais, impossible de vraiment focus par rapport à ça et tu te retrouves à bosser un peu finalement quand tu as le temps au lieu de bosser vraiment pour atteindre les objectifs. exactement. Et quand je suis arrivé en Thaïlande, tu vois, ça fait à peu près 1 an que je suis là, mais j'ai un peu bougé entre temps, etc. Bref, ça fait à peu près, ça va faire 9 mois maintenant que je suis vraiment installé à Bangkok. Et le truc intéressant, c'est que du coup, je me suis fait un setup, tu vois, je me suis mis bureau, etc., Exactement. etc., le top. Et forcément, mes résultats, ils ont pump à mort en fait à ce moment-là, parce que Ouais. forcément, du coup, j'ai une meilleure routine. Et du coup, je peux travailler beaucoup plus et être beaucoup plus productif, tu vois. C'est ça. Et du coup, tu n'avais pas commencé un peu le business en ligne où tu t'es dit, vas-y, je fais de l'argent en ligne, du coup, je peux voyager à droite, à gauche? Ou c'était avec quel état d'esprit que tu avais commencé Ah, c'est marrant ça. Pour la petite anecdote, et ça c'est une vraie anecdote par rapport à ça, et anecdote un peu marrante quand j'y repense maintenant. Si tu veux, moi je viens d'un milieu où mes parents ils sont pas spécialement riches, etc. Alors j'ai jamais manqué de rien par rapport à ça, mais ils sont pas spécialement riches. Je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, tu vois. Mais en gros, j'habitais en campagne à côté de Tours, donc à peu près à 30 minutes de Tours, un peu campagne paumée, etc. D'ailleurs, je regrette pas du tout parce que franchement, super enfance là-bas. Mais en gros, si tu veux, j'avais besoin d'un scooter à l'époque pour aller voir mes potes qui habitaient à Tours, qui étaient du coup à Ok. 30 minutes de chez moi. Sauf qu'évidemment, là où j'habitais, les trains, t'oublies, les Ouais. bus, t'oublies aussi, tu vois. Et puis quand les parents ils travaillent, forcément, ils peuvent pas t'emmener partout, etc. Ouais, Donc j'avais d'accord. besoin d'un scooter, tu vois. J'avais besoin d'un scooter. Et mes parents ils m'ont dit non, c'est mort, on peut pas te l'acheter, enfin ça coûte trop cher. Et puis non, enfin non, c'est mort. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, j'ai trouvé un moyen de me l'acheter, tu vois. J'ai trouvé un moyen de me l'acheter. Et du coup, la petite histoire là-dessus, c'est que j'ai commencé à taper en ligne sur YouTube comment faire de l'argent. Mais à la base, c'est pas forcément pour devenir riche spécialement, juste pour m'acheter un Pour acheter scooter, en un fait. scooter. C'est ça. Et après, je me suis dit, bon, ok, j'ai regardé un peu tout ça. J'ai trouvé un peu comment monter des comptes Instagram, c'est ce que je faisais à l'époque. Je montais des comptes, je les revendais ou je faisais des shout-outs pour les influenceurs notamment. D'ailleurs, un truc qui avait trop bien marché à l'époque, ça fait longtemps, hein, ça fait 4-5 ans maintenant. En gros, ce qui marchait pas mal, c'était tu montais des comptes voyage, c'était très facile à monter à l'époque. Et du coup, les influenceurs en voyage, du coup, ils payaient pour être repostés sur ce genre de compte. Ok. Et ça leur ramenait des communautés voyage comme ça. Donc j'ai fait ça pendant quasiment 1 an, tu vois. Et puis petit à petit, je suis venu au media buying. Et en fait, Ok. petit à petit, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a de plus en plus d'argent à faire là-dedans, tu Ouais. Et vois. t'avais quel âge à ce moment-là? Du coup, 16 ans? Ou scooter Ouais, c'est ça, 15-16 ans, ouais, Ok. 15-16 ans, Donc, ouais, à début ce du moment-là. business en ligne, 15-16 ans. Ouais, début du C'est business en fou. ligne, 15-16 ans. Et en fait, c'est ça, en fait, ça s'est pas passé d'un coup. Je me suis pas dit, ok, je vais devenir Ouais, ouais. entrepreneur, ok, je vais lancer une agence marketing, pas du tout. Ça s'est vraiment fait étape par étape où à chaque fois, je me dis, putain, mais en fait, il y a un peu d'argent à prendre ici. Hmm. Là-dessus, ça me plaît. Et puis en fait, ça me plaisait, tu vois. En même Ouais, temps, ouais. j'aimais ce que je faisais. Tu vois, j'allais en cours la journée. Puis le soir, direct, j'allais sur mon tel, tu vois, je montais Ouais, les comptes. Follow and follow à l'époque, si c'était ouais, beaucoup grave, la ça. stratégie. Et ouais, c'était vraiment à l'arrache, mais ça marchait, tu vois. Ça Ouais. marchait à l'époque, ça marche plus du tout maintenant d'ailleurs, mais Hmm. c'est ce que je faisais à l'époque. Et tu vois, après, enfin, du coup, rencontré des youtubeurs, etc., qui parlaient un peu de make money, comme quoi c'était possible de faire de l'argent, etc. Hmm. Et peut-être par naïveté, tu vois, je me suis dit, why not? Viens, on essaie, tu Ouais, vois. ouais. Et tu vois, je me suis dit, on va essayer. Puis de fil en aiguille. Alors, moi, c'était un peu compliqué parce que
forcément, tu vois, j'étais un peu bloqué en campagne, etc. Donc je pouvais pas rencontrer des personnes vraiment en physique, entre guillemets. Ouais. Mais finalement, j'avais un peu comme si j'avais un peu cette double vie sur Internet où bah, j'y croyais dur comme fer, tu vois, de manière un peu naïve et je continuais. Ouais. Et là où ça a vraiment bum pour moi, c'est quand un de mes associés de l'époque, aujourd'hui un de mes meilleurs potes, tu vois, il m'a dit viens à Bali. Lui, il s'était installé à Bali, mais il est un petit peu plus vieux que moi. Il m'a dit viens à Bali, tu vas trop kiffer. Et là, je suis arrivé là-bas, je fais quoi, c'est Ah ouais, tu bazar. m'étonnes, ouais. Entre temps, j'avais fait le Mexique, donc j'avais commencé à voyager, etc. Mais ouais, j'en suis pas venu au business en ligne comme ça, tu vois, c'est Ouais. ça qui est intéressant. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a souvent deux dénominateurs. Il y en a plusieurs, mais là, d'après ton histoire, c'est déjà le truc de t'y crois. T'es certain en fait que ça va marcher. Alors, bien sûr, il y a des moments de doute, etc. On est humain, etc. Mais ouais, t'y crois dur comme fer. Et l'autre truc, c'est que la passion, en fait. J'ai remarqué que tous les mecs qui font dans leur domaine qui sont bons. Donc, par exemple, bah, toi, dans ton business, ouais, tu performes parce que tu kiffes ça. Les gens qui ont des très bons physiques, bah, c'est parce qu'ils adorent la musculation. En fait, même s'ils n'avaient pas un bon physique, ils adorent ça. Les gens, par exemple, socialement, je sais pas, ceux qui sont bons avec les femmes, imaginons, en fait, ils adorent ce jeu, etc. En fait, ils sont pas focus sur le résultat, mais vraiment le plaisir de chaque jour faire ça. Et au final, en fait, vu qu'on a du plaisir tous les jours à faire ça, on voit même pas le temps passer, on s'améliore et c'est ça qui fait performer le mieux. Exactement. Et c'est pour ça qu'à l'école, enfin, moi, j'étais très mauvais, je sais pas toi, mais enfin, moi, dès que j'aime pas quelque chose, c'est une catastrophe, quoi. Bah, moi, tu vois, c'est un peu différent parce que justement, j'étais plutôt bon à l'école. Franchement, j'ai toujours été à peu près dans les meilleurs de ma classe, si ce n'est meilleur de ma classe. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette mentalité un peu de hardcore, peu importe ce que je fais, tu vois. Ok, ouais. Et, mais vraiment, tout le temps au max, tu vois. Si je fais un truc, je le fais à 200%. Et du coup, justement, à l'école, tu vois, vu que c'était à peu près enfin, c'était la seule chose que j'avais besoin de faire à ce moment-là, quand Ouais. j'étais un peu avant le lycée, parce que du coup, forcément, après le lycée, et j'en viens là-dessus, du coup, j'étais vraiment à fond là-dedans, etc. Et tu vois, tous mes profs, un peu, ils pensaient tous que j'allais aller en grandes écoles, etc., genre de trucs, etc. Et en arrivant au lycée, donc là, je commençais déjà à bien gagner ma vie, entre guillemets, tu vois, au lycée, je faisais entre 3 et 4 000 euros par mois déjà, donc c'était vraiment cool. Mais je me rendais pas compte, tu vois. Je me rendais pas compte, parce que du Ça, coup, tu faisais j'étais plus que tes profs, du coup. Ouais, mais j'étais déconnecté en fait du monde un peu extérieur. Franchement, vraiment par naïveté maintenant quand j'y regarde. Mais j'étais déconnecté. Pour moi, c'était rien encore. Parce que Mm. forcément, je suivais des personnes qui faisaient beaucoup plus d'argent. Et pour moi, j'étais là, 3000 balles, chier quoi. Alors qu'en réalité, bah, dans le monde classique français, si je C'est peux le dire, énorme. c'est énorme, tu vois. Enfin, Les gens sont droites. c'est beaucoup d'argent. Et ouais, donc j'ai toujours été plutôt bon à l'école, mais en arrivant au lycée, en fait, je me suis rendu compte qu'on essayait quelque part de me scam, tu vois. On essayait de me scam parce que du coup, forcément, j'étais en mode attends, je gagne déjà plus. Parce que du coup, forcément, je me rendais compte un minimum. Je gagne déjà plus que mes profs. Ils ont fait 5 ans d'études après le bac. C'est Ouais. quoi la douille, quoi? Ouais, Tu vois, exactement. c'est quoi la douille? Qu'est-ce qu'on essaie de me faire ici? Et en fait, petit à petit, j'ai pas par choix, enfin pas par envie, mais j'ai petit à petit décroché entre guillemets de l'école Ouais. parce que j'avais déjà mon truc qui continuait de grossir de jour en jour dans mon business. Et forcément, du coup, bah, j'avais plus forcément l'intérêt. Je savais en fait que j'avais pas continué après. Bah ouais. Tu vois, dès début première, je savais que j'avais pas continué. Euh, et du coup, j'ai eu le bac de justesse parce que du coup, j'étais la pire personne en maths, tu vois. J'ai dû Ouais. avoir, je sais pas, genre 4 ou 5 au bac en maths, tu vois. En plus, j'avais pris spé maths et tout, bref, Ouais, je vois. n'importe quoi. Mais surtout qu'en plus, tu vivais le fait que bah, tu gagnais plus que 3 000 euros. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui te disait, par exemple, le lycée, c'est. Enfin, oui, l'école, c'est un scam, tu peux faire plus, etc. Toi, en fait, c'est que tu vivais que tu faisais plus que 3 000 et 4 000 euros. Du coup, tu étais en mode. Ouais, c'est encore différent, quoi. C'était en mode. C'est vraiment la grosse douille, quoi. C'était pas quelqu'un qui te le disait, c'est toi qui le voyais par toi-même, au final. En fait, je m'en rendais compte sans m'en rendre trop compte parce que du Ok. coup, je vivais vraiment une vie de lycéen classique, tu vois. C'est-à-dire que bah voilà, tous les matins je prenais le bus, le seul bus d'ailleurs qui passe là où j'habitais, qui m'emmenait au lycée. D'ailleurs j'avais genre à peu près 45 minutes de bus, hein, dis-toi, le matin, donc, Ok, ouais. c'est matin et soir. Je crois que c'est Ouais. tout le monde. C'est vraiment la Horrible, galère, ça. Ouais. horrible. Temps perdu. Grave. Et ouais, c'était en fait, je me rendais pas compte parce que forcément j'étais entouré de plein de personnes et en fait il y avait personne que je connaissais en réel qui faisait du business vraiment. Mm. Et du coup, j'étais juste entouré de personnes lycéens, voilà, les profs, etc. Et donc, forcément, je me rendais pas trop compte, entre guillemets, de la chance que je pouvais avoir eu par rapport à ça, tu vois. Ouais. Et, Ok. et j'ai notamment, en fait, quand je me suis rendu compte, je me suis dit, oula, je pense que je tiens un truc. J'en ai parlé un peu autour de moi, etc. Mais au départ, ils me prenaient pour un fou, tu vois. Genre, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Et, tu vois, genre, c'est ça. Alors, je leur en veux pas, bien sûr, parce que forcément, c'était pas hyper développé à ce moment-là, hein. C'était quand même Ouais. c'était quand même il y a 4 ans, tu vois, quand on y pense. Donc, ça date un peu. Ouais. Ok. Et toi, comment ça s'est passé un peu là, justement,
période lycée, etc., tu m'as dit que tu bossais en intérim, etc. Comment t'en es venu au business en ligne finalement à ce niveau-là? Ouais, bah du coup, comment je suis venu vers le lycée, etc. J'étais en mode, je savais pas trop ce que je voulais faire, etc. Et comment je suis arrivé au business en ligne, bah c'est voilà, avec ce voyage au Vietnam. J'étais en mode, Ouais. en 2019, je suis allé au Vietnam. Je me suis dit, ok, j'ai envie de voyager. Et après, bah, en 2021, j'étais en STAPS et je voyais que la fin arrivait. Et enfin, tu vois, je suis en licence 3, il va falloir que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais allier les deux. Comment je peux allier les deux? Bah, business en ligne. Et tout simplement, ça s'est fait comme ça, quoi. Est-ce que tu te destinais à devenir coach sportif? Tu me disais que tu allais en STAPS, etc. Est-ce que c'était déjà une idée qui te trottait en tête Ouais, là-dessus? un petit peu. J'étais en mode, ouais, le sport, ça a l'air d'être intéressant. Ok. Ouais, T'as toujours été un peu passionné de sport? ouais, voilà, c'est ça. T'as fait quoi un peu comme sport? Muscu, du coup, j'imagine, mais t'as fait d'autres sports à C'est côté ou ça. pas? En fait, j'ai commencé à être passionné plus vers mes 18 ans. Ok. Avant, j'étais un peu. Le seul sport que j'ai fait, c'était du poney, un peu de natation et du tennis. Et encore en tennis, à chaque fois que j'allais au cours, j'essayais de tirer la balle le plus haut possible. Tu vois, c'était pas en mode sérieux. Donc, c'est vraiment. C'était vraiment. En fait, je voyais le sport un peu en mode amusement. Ok. Et aussi parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de croyances limitantes en mode ah, je suis pas capable, etc. Donc, en fait, inconsciemment, j'étais en mode ouais, la compétition, ça m'intéresse pas. Et au final, maintenant, je m'aperçois que bah, quand t'as plus trop de croyances limitantes, et t'es en mode. Enfin, en fait, t'as envie de dominer le truc, t'as envie de faire plus, toujours plus. Et voilà. Donc, c'est après, à 18 ans, le sport, c'est vraiment devenu un peu plus important. Et je me Ok. suis dirigé vers STAPS. Enfin, quoi que j'ai fait, non, une année en biologie, je me suis perdu. Et Ok. après, je suis allé en STAPS. Ok. Ok. Ah ouais, donc après, rechangement. T'as Exactement. Je dit- voulais être conseiller en génétique. Je sais même pas ce que c'est ce truc-là. Ah ouais, Mais... tu voulais vraiment faire ça? ouais, Ah, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Et du coup, là, t'as changé. Mais toujours finalement en rapport avec le corps humain, la performance, etc. ouais, c'est vrai, ouais. Donc, ouais, Effectivement. t'avais toujours un peu cette mentalité à ce niveau-là, quoi. C'est ça. Mais maintenant, au niveau du business, je vois plus vraiment le sport comme. Enfin, je suis en mode. Je fais juste du sport dans mes contenus quand je dois parler de ça, mais je me vois plus comme un businessman. Et ouais, c'est vraiment en mode business, comme j'aurais un autre business, par exemple. Ok. Je suis pas en mode passionné par la muscu, Et enseigner, etc. ouais, je vois, je vois. Et tu me parlais, effectivement, c'est au Vietnam que tu as découvert un peu que tu voulais lancer un business en ligne, mais est-ce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé? Est-ce que tu as découvert ça en ligne? Comment t'en es venu un peu à découvrir un peu ce milieu underground, en fait, à l'époque, Ouais, hein, c'était ouais, un peu c'est ça, vrai. hein, ouais, ouais. C'est vrai. Alors, comment j'ai fait? Je crois que bah, non, je tapais des vidéos, ouais, des vidéos en ligne. Et Ouais. d'ailleurs, bah, c'est avec. Je me rappelle que j'avais téléchargé la formation de Théophile Hélier qui est ici à Bangkok. Et je me rappelle, c'était encore les vidéos où il était avec une grosse Mercedes derrière, etc. Et je prenais des notes sur mon cahier, etc. Donc, c'est un petit peu comme ça. Et bah, que je me suis dit, ok, c'est possible si lui a réussi, etc. Et de fil en aiguille, après, j'ai rencontré d'autres personnes, enfin sur YouTube, etc. etc. Donc voilà. Trop marrant, parce que les premières vidéos aussi que j'ai vues, c'était aussi Théophile Hélier, tu vois. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a mis un peu dans ce mood-là, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que c'est de beaucoup de personnes, hein. Ouais, Après, ouais, ça fait ouais. longtemps aussi qu'il est là, donc il a pu impacter Ouais. beaucoup de personnes. Mais c'est ouf quand on y pense, parce que tu vois, des fois, il suffit juste d'une seule personne qui te montre autre chose, tu vois, qui te montre que c'est Exactement. possible d'une autre manière. Et si tu es suffisamment convaincu de ça, en fait, tu vas juste continuer, continuer, continuer. Exactement. Et si tu as cette mentalité que je retrouve aussi chez toi, un peu hardcore, où tu fais vraiment les trucs, mais on y va, tu vois, bah, du coup, finalement, t'arrives à ça, quoi. Ouais, T'arrives à des clairement. résultats intéressants. Clairement, et puis il faut juste une personne, et après, du coup, bah, cette personne, t'es en mode gratitude de ouf, parce que c'est elle qui t'a ouvert au business, etc. Mm. Complètement. C'est quoi un peu le lifestyle que tu as à Bangkok? Alors, du coup, je suis à Bangkok, pour tous ceux qui arrivent dans une ville où c'est un petit peu. Enfin, pour savoir, à Bangkok, c'est vraiment. On peut tout faire. La France, on a des règles de partout, il y a des choses qui sont tabous, etc. Bref, Bangkok, en fait, c'est libre de tout. Ce qui fait qu'au début, quand je suis arrivé, j'étais un peu en mode tranquille, je découvrais Bangkok les 3-4 premiers mois. Et après, j'ai commencé à arriver voilà, dans des. Un petit peu à voilà, faire la fête, etc. Ce qui fait que bah, pendant 6 mois, je sortais beaucoup, je voyais des potes. Du coup, le business, c'était en mode enfin, très moyen. Je faisais en sorte de juste stagner à 10 000 euros par mois, quoi. Et là, c'est récemment que je me suis. En fait, j'ai vraiment. Enfin, ces 6 mois m'ont permis de prendre conscience que finalement, tu peux pas avancer comme ça et qu'au final, un objectif, ça te demande de vraiment être à 2000% dessus, quoi. Pareil, quand tu veux faire de la muscu, en fait, tu peux être en mode, ouais, je fais un peu d'entraînement, j'ai bien mangé un jour sur deux. Non, c'est tous les jours que tu dois bien manger, tous les jours que tu dois bien t'entraîner et tu dois bien dormir, etc. Bah, le business, c'est exactement pareil. Et ça fait que bah, là, j'ai changé mes routines depuis 2 mois. C'est beaucoup plus carré. C'est-à-dire que ouais, je vais au lit à 23h, minuit. Je me réveille à 7h30, je bosse, je vais à la salle 11h. Je reviens à 14h, j'ai des appels avec mes équipes, je fais un peu de light work et ouais, vers 18-19h, je finis ma journée, je vais faire mes 10 000 pas aussi Mm. parce que voilà, c'est très important. Et vraiment, j'ai un truc qui est hyper structuré, hyper carré.
Et de base, en fait, je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir de la liberté. Je déteste les contraintes, etc. Mais en fait, la vie, elle m'a mis une balayette. Elle m'a dit, bah, en fait, faut un minimum de discipline. Tu peux pas être faire tout ce que tu veux parce que au final, ça fonctionne pas. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant ce que tu dis là. Et est-ce que justement tu penses que maintenant tu as moins de liberté à être hyper discipliné ou au contraire, justement, tu te sens beaucoup mieux par rapport à ça? Bah, en fait, c'est que des fois, j'ai encore ces pensées de je sens que j'ai moins de liberté. Mais d'un coup, il y a les 6 derniers mois, enfin 6, 7 derniers mois qui reviennent en tête et je suis en mode, ah non, j'ai pas envie de revenir dans ça. Et je sais en fait ce que ça peut m'amener, Mm. ces choses-là. Et je pense que, bien sûr, il y a certaines périodes de ma vie où je reviendrai un petit peu dans des périodes un peu plus libres, etc. Mais quand j'aurai déjà un bon momentum, et par exemple, voilà, je sais pas, j'aurais mis un CEO à ma place ou des choses comme ça, enfin, j'aurais plus délégué, disons. Mm, mm. Ok. Mais, voilà. Mais de toute façon, on sent que quand tu es moins dedans, même si tu as des équipes, dès que tu es moins dedans, les équipes le ressentent. Et en fait, bah, ton business, il va pas bien, quoi. Enfin, Ouais. il descend. Les équipes peuvent pas suivre toutes seules en fait. Il faut Exactement. toujours qu'il y ait quelqu'un qui tienne la barre un peu. Moi je vois ça Ah un peu ouais, comme un bateau. Si t'as pas le mec, t'as beau voir le mec qui nettoie le pont, qui répare les cordes, etc. Mais si t'as pas le mec qui tient la barre dès le exactement. départ, bah tu peux être sûr que dans tous les cas, tu vas te planter quoi. C'est ça, et puis il suffit juste que ce gars-là, enfin le gars qui tient la barre, surveille pas pendant 2 jours, et le gars qui doit laver, bah, il se fera plus rien, tu vois. Ouais. Et il faut toujours être derrière tes équipes, toujours les motiver, parce que c'est des humains. Et au final, ouais, en fait, tu performeras jamais autant que toi, en fait. Et du coup, toi à l'heure actuelle, Thomas, combien est-ce que tu as de personnes dans ton équipe? Où est-ce que tu les as mis? Sur quel rôle? Ouais. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les rôles importants dans ta team? Du coup, au niveau des gens que j'ai dans l'équipe, c'est un setter, un closer et un coach sportif, ouais, qui fait tout pour moi. Et voilà. Et en fait, au début, j'avais pris un petit peu le travail de recrutement à la légère en mode ouais, tiens, c'est bon, il y a un mec qui est intéressé, vas-y, je l'onboard direct sans vraiment voir s'il est compétent, etc. Mais en fait, c'est hyper important d'avoir des bons éléments dans ton équipe. Enfin, en fait, quand je dis comme ça, c'est logique. Mais en fait, quand tu es en mode dans ton business, tu es en mode ah, il me faut quelqu'un, il faut que je le trouve rapidement. Et du coup, on recrute un peu à l'arrache. Mais en fait, non, il faut vraiment prendre du temps à recruter une personne. Et après, bah, faut pas non plus hésiter à la virer très rapidement si elle fait de la merde. Mm, mm. Et c'est super important. Et aussi, faire en sorte qu'au début, moi, j'étais un peu en mode dans mon business, c'est le closer le plus important, c'est lui qui ramène l'argent. Mais le problème, c'est que le setter, je le laissais un petit peu, je faisais un call par semaine avec lui. Mais le pire, c'est que, bah, en fait, le setter, c'est lui qui ramène les calls. Et si, en fait, le setter est pas là, bah, directement, il y a pas de vente, tu vois. Mm, mm. Et en fait, on se dit un peu, des fois, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent, ouais, le setter, c'est le gars dans les DM. Enfin, moi, c'est un setter, du coup, dans les DM, vu Ouais. que même mes ads, ça redirige en DM. On dit, ouais, c'est un peu le travail de chien, etc. Mais sans lui, en fait, c'est lui qui fait la passerelle entre mon acquisition et du coup les calls. Donc en fait, c'est super important. Et c'est vraiment, le management, c'est vraiment un travail à temps plein et que tu dois maîtriser autant que la compétence, par exemple, de setting que j'ai dû faire avant, de closing, etc. C'est ouf parce que le poste de setter, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est un des postes les plus. En fait, je crois que c'est une des personnes les plus dures à trouver, littéralement. Mm. Tu vois, c'est 10%. pareil. Au départ, je galérais pas mal à trouver. Moi, j'ai pas de closer parce que je trouve que c'est vraiment la dernière partie de mon business que je veux déléguer. Ok. En revanche, tu vois, j'ai des coachs, bras droit, etc., qui sont derrière et j'ai surtout un setter que j'ai galéré à trouver. Tu vois, j'ai dû. Dis-toi, quand j'ai recruté là-dessus, j'ai dû recevoir à peu près une cinquantaine de candidatures. Ok. T'avais les trois quarts. C'était à C'est des côté de la touristes. plaque, tu vois. Bah ouais, les gars, tu vois, Ils veulent être ils là à sa- ils savaient Bali, même pas faire ce que 2 heures de c'était le job. setting. C'est ça. Ouais, ok. Alors que moi, c'est du setting appel, tu vois. Donc, il faut Ok, vraiment ouais. quelqu'un. Faut encore plus performer. Ah ouais, il faut être quelqu'un de très très bon à la base. Et ouais, j'ai bien galéré à trouver mon setter. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Moi, j'ai mis un peu en place cette petite routine un peu de recrutement. C'est d'abord beaucoup de volume, tu rentres beaucoup de Ouais. personnes. Seconde étape, tu tries déjà, tu fais un premier tri. Tous les mecs, typiquement, moi, je leur demande de faire un loom. Bien Voilà, sûr. loom, présente-moi, etc. Tous ceux qui n'ont pas de loom, Mm. tu ne viens même pas, tu vois. Et ensuite, après, je requalifie en fonction des personnes, des profils, leur expérience passée, parce que parfois, ça peut être intéressant. Et typiquement, moi, dans mon business, on positionne des setters pour nos clients. Ok. Donc, j'ai toujours besoin d'avoir une sorte de grosse Ah pool de ouais. setters. Et ils ont chacun un peu leur spécificité. Et en fonction des business qui rentrent et qui bossent avec nous avec Scaling Process, bah forcément, derrière, je peux mettre des personnes qui sont plus adaptées à leur offre, etc. Et la même chose pour moi, tu vois, typiquement, on fait beaucoup de B2B, enfin, même on fait que du B2B d'ailleurs, et forcément, j'avais besoin de quelqu'un qui avait déjà une expérience passée en B2B, ce qui fait qu'il est beaucoup plus à même de parler avec des dirigeants aussi, tu vois. Exactement. Tu ne parles pas pareil en B2C ou en B2B, même je vois en closing, des fois tu poses des questions en B2C que Ouais. tu poserais pas, tu sais, du style, «Là, comment tu te sens aujourd'hui dans cette situation-là?» Si tu fais ça en B2B, le mec il dit: «Bon, arrête un peu tes conneries», voilà quoi. Ouais, c'est réel, c'est réel, c'est réel. Et puis même toi, tu fais beaucoup de, enfin, que du B2C du coup. Exactement, donc Et je pense que du coup, on doit avoir des façons de closer qui sont totalement différentes. Ouais, c'est clair. exactement. Bah, des fois je close avec mon mentor, vu qu'on s'était un peu associés sur un projet et j'allais avec lui en call de closing
et je voyais que c'était complètement différent de moi en B2C. Donc, ouais. Mm, Et pour rebondir aussi sur le recruter des personnes, j'avais pas pris conscience de ça, mais aujourd'hui, en fait, la rémunération, c'est aussi super important sur la façon dont la personne va être motivée. Si la personne, elle voit qu'elle bosse 4-5 heures par jour et que, en fait, ses commissions, c'est pourri, et si elle continue sur ce rythme, elle fait 500 euros, bah, elle risque d'être démotivée. Après, bien sûr, il y a certains setters, ils font de la D, ils sont vraiment pas compétents et ils sont en mode ouais, mais je fais pas d'argent. Ouais, normal, t'es pas compétent, forme-toi, etc. Mais si un setter compétent, il voit qu'avec ses compétences, il peut pas faire beaucoup, il va vite partir, vite se démotiver. Et c'est pour ça que des fois, bah, payer plus, un petit peu plus, même que tes concurrents, bah, en fait, ça te permet de directement heu, avoir des personnes qui vont rester dans ton équipe. complètement. Et Et juste désolé de te couper, dis-moi, ouais. il y avait aussi un gars qui disait ça pour trouver des bons setters closers, c'est en fait, tu infiltres quelqu'un de chez tes concurrents, tu vois comment il est rémunère et après, en fait, tu vas DM ces personnes-là qui travaillent pour tes concurrents, tu leur dis: «Vas-y, moi, je te propose plus, viens avec moi». Et en fait, comme tu sais qu'ils sont performants et ben, en fait, tu les retires chez tes concurrents. Bon, c'est une stratégie un peu dark, mais Mais qui marche, qui marche. qui marche, qui marche. Ouais. Et moi, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis là sur la rémunération des teams. Heu, Typiquement, je vois trop de personnes qui, rémunèrent leur team au lance-pierre. Vas-y, toi, prends 400 balles par mois, et cetera. Mais sauf qu'en fait, il faut pas oublier que ces personnes-là, ils vont avoir l'engagement de quelqu'un qui est payé 400 €. Donc Exactement. si derrière, tu veux quelqu'un qui apporte beaucoup de résultats, ne t'attends pas à le payer, ce prix-là, tu vois? Typiquement, moi, mon bras droit, il est payé entre 4 000 et 4 500 € par mois. Et ça fait que d'augmenter parce qu'il touche des commissions sur chaque vente, bref. Ouais. Mais du coup, ça le motive aussi. Automatiquement, il est bien payé, il apporte beaucoup de valeur, donc il est normal qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. Et en plus, derrière, plus il va apporter de résultats, plus il va s'occuper de clients, au plus il va gagner. Donc en fait, c'est tout dans son intérêt aussi. Exactement. Et je fais pareil pour mes setters, tu vois, je leur mets un fixe. Donc ils ont un fixe de base. Et derrière, après, ils sont payés à la commission par rendez-vous et à la commission par vente. Ce qui fait que OK. forcément, plus ils vont être motivés à aller chercher des résultats, au plus forcément, ils vont être payés, quoi. Donc ce qui est logique OK, derrière. et je pense que ça pourrait être intéressant, bah, si tu veux le dire, comment tu refais enfin, le fixe, c'est à combien? Les commissions, c'est à Ouais. peu près combien? C'est vrai que sur internet, on voit pas beaucoup de gens qui parlent vraiment de, bah, comment rémunérer les gens alors que c'est super Ouais. important. Tu veux dire sur la partie setter, combien je Ouais, rémunère le 7 heures, setter? comment tu Alors, t'occupes? moi, le modèle, alors je suis en train de tester pas mal de modèles parce que tu vois, je pense qu'on n'a jamais, entre guillemets, la science infuse et il faut toujours tester Ouais, là-dessus. À l'heure actuelle, mes setters, ils sont rémunérés 600 € fixe OK. là-dessus. Donc en fait, c'est juste vraiment en grosse sécurité. Tu vois, ils savent qu'ils sont payés dans tous les cas. Ouais. Ça couvre les frais qu'ils font. Tu vois, ils vont en call avec nous, donc ça leur prend du temps. Mine de Mmh. rien, on fait pas mal de calls à la semaine pour bien s'assurer qu'ils sont dans la bonne voie, etc. Donc un fixe qui, voilà, sécurise là-dessus, qui trouve bien qu'il a un contrat là-dessus et qui montre un peu son engagement. Tu vois, les mecs, il est payé Ouais. par mois, il sait que tout, ouais, qu'il doit se pointer tous les jours. Tu vois. Ouais. Et à côté de ça, il est payé 10 € par rendez-vous pris. Il faut savoir que nous, on fait quand même beaucoup de masse. Tu vois, Ouais. ça book entre 3 et 4 rendez-vous par jour. OK. Et donc, il est payé donc forcément des 10 € par rendez-vous. C'est pas là où il a le plus gagné, mais bon, ça lui permet, tu vois, rien que sur ça, il prend environ. Ouais, faut que je fasse ses calculs, mais tu vois, ça doit être à peu près 1 000 € par mois, peut-être quelque chose comme ça, à peu Mmh. près, un peu moins peut-être. Là-dessus, donc tu vois, il est déjà à 1000, entre 1004 et 1006 sur ça. Et après, il prend des commissions sur chaque vente qui sont effectuées. Typiquement, il OK. prend 5% de la vente globale qui est effectuée, ce qui fait qu'il monte très vite à 250-300 balles par vente effectuée OK. derrière. Parce que forcément, il a tout intérêt à qualifier, casser les objections en amont pour Clairement. pouvoir faciliter le job sur le closing. Donc en Exactement. gros, les setters, tu vois, ils sont payés sur la globalité peut-être ouais, 2000, 2005 tous les mois, tu vois, à Mmh. peu près. OK, ouais, donc ouais, c'est le gars, il se dit qu'il se met quand même bien, Ouais, mais il faut. puis Après, ouais, tu vois, ouais, il faut en fait, c'est ça. le but aussi, c'est qu'il rappelle les leads rapidement. Si derrière, le gars, il sait, ouais, putain, je vais pas gagner d'argent là-dessus, tu vois, Exactement. il a aucun Il intérêt faut à que ce soit rappeler, tu réactif. vois. J'avais Ouais, pareil un modèle un peu comme toi, les leads, si le setter ils les appelaient pas dans les 5 minutes, j'étais en mode: «Mec, qu'est-ce que tu fous, quoi?» ouais, Et bah c'est ouais. vraiment puissant. Il Et faut, qu'il s'appelle rapidement. c'est intéressant ce que tu dis aussi sur le fait que, en fait, le setter, des fois, on peut se dire: «Ouais, c'est juste un call de setting», mais en fait, un bon setting, derrière, peut faciliter largement la close, plus après le process, enfin, voilà, je pense que tu as ça aussi, qu'une fois que le mec a été booké, bah, il y a un process pour faire en sorte que, bah, quand il arrive en call, il a déjà vu des je sais pas, peut-être une VSL, Vidéo, des etc. témoignages, Ouais, et ouais. cetera. Complètement. Et c'est d'ailleurs le rôle du setter, tu vois. Lui, son rôle, c'est voilà, envoyer des vidéos YouTube spécifiques pour le prospect, Exactement. envoyer des vidéos de préparation. C'est ce qu'on met notamment en place. Comme ça, le prospect, il arrive en call avec moi. En fait, il connaît déjà tout, tu vois. Et ça m'arrive régulièrement. Le mec, il vient en call, il est en mode, bon, bah, ok, tu vois, c'est combien? Tu vois, c'est Ouais, un peu ça, clairement. parce qu'on l'a bien qualifié au départ, Ouais. etc. Et moi, je prends pas le call si le gars, il sait pas ce qu'on fait, tu vois. Ça n'a Ouais, aucun clairement. intérêt, littéralement. Donc, Ouais. ouais, c'est un peu la façon dont on C'est fonctionne. vrai qu'avant, Dessus. j'avais ce truc de: «Ah, en fait, le closing, faut juste être super bon et on mise que sur ça», mais en fait, non, il y a tellement un travail à côté, derrière. Ouais. Heu, Par exemple, tu vois, c'est un exemple, mais
Antoine Blanco, on sait très bien que s'il close aussi facilement, c'est parce qu'il y a eu un travail de marketing, il a été vu avec Oussama Ammar, avec Yumi Denzel. Et du coup, tout ce travail en amont, bah, ça fait que quand les gars arrivent en closing, limite le closer, il peut avoir quasiment zéro compétence. Enfin, voilà, on s'entend. Ouais. Et au final, le gars, il va acheter parce que c'est Antoine Blanco. Donc en fait, tout ce travail marketing, tout le travail avant la close, il est hyper important et ça facilite la close. Donc c'est tout bénef. Là. Carrément, et c'est aussi le pouvoir du personal branding, tu vois. Exactement. Quand tu développes tes réseaux, etc., comme ce qu'on est en train de faire un petit peu maintenant, tu vois, forcément, ça facilite tout le process là-dessus. Et moi, j'aime bien dire, tu vois, sur 40 minutes de podcast, c'est impossible de jouer un rôle. Tu es obligé d'être toi-même. Ouais, Sur des vidéos de 5 minutes, ok, tu vois, les mythos peuvent se faire passer pour des gars successful, tu vois, mais sur 40 minutes, 50 minutes de podcast, peu importe. Il y a des indices que. Ouais, tu peux pas mentir, tu vois Ouais. ce que je veux dire, t'es obligé d'être toi-même derrière, et c'est ça qui est important. Ouais, clairement. Carrément. Et je l'ai vu cette différence. J'avais monté un compte de secours à 13 000 abonnés en organique et j'ai celui à 60 000. Et quand je prenais des calls avec celui à 13 000 et celui à 60 000, directement, c'était plus facile de closer à 60 000 parce que c'était des gens qui me connaissaient déjà depuis 1 an, 2 ans. Alors que le compte à 13 000, je l'ai monté il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui fait que les gens me connaissaient moins. Et en fait, on voit directement la différence. Et maintenant, je fais des ads. Donc en fait, tu vois directement la différence quand tu es en call avec des gars qui sont un peu chauds, qui te connaissent depuis 1 an et des gars qui te connaissent depuis peut-être 2 jours. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, les ads? Moi, tu sais que c'est un domaine que j'adore. Ouais. Est-ce que tu dirais que ça a fait un gros pump dans ton business ou... Franchement, les ads, du coup, c'est quand même assez récent que j'ai mis ça. Mais déjà, depuis ce que j'ai vu, depuis ce que je vois, c'est que déjà, ça te met une sécurité parce que l'organique, ça fait toujours un peu. C'est jamais en fait trop prédictible, alors que les ads, on a beaucoup plus ce truc de prédictabilité. Et, c'est moins, je trouve. C'est-à-dire que moi, je préfère être derrière mon bureau et tu vois, je fais mes trucs, etc. Alors que quand tu fais du contenu, c'est toujours être devant la caméra, interagir avec ta communauté, etc. C'est quelque chose que j'ai plus de mal à faire. Alors que les as, il y a un peu moins ça. Alors bien sûr, il faut quand même renouveler ses créatives, etc. assez fréquemment, faire des tests. Hein, voilà. De toute façon, les ads, c'est vraiment comme tout, il faut tester. Mais ouais, j'ai ce truc de. On sait qu'on met de l'argent et derrière, on aura un retour sur investissement. Enfin, pas retour sur investissement, mais on sait qu'on aura des leads si les choses sont bien faites. Quoi. Ouais. Donc, oui, un retour sur investissement. Ouais, donc finalement, un retour sur investissement à la Ouais. fin. Et c'est ça que j'adore, moi, avec ce modèle-là, c'est que tu deviens hyper prédictible. Ouais. T'as pas trop de façon de te planter si tu as une bonne stratégie. Et Exactement. en fait, pour moi, le top, et tu vois, j'ai fait un podcast il y a quelques jours à ce niveau-là aussi, on discutait qu'en fait, quand tu couples stratégie de prospection, création de contenu, plus ads, Exactement. comment veux-tu te foirer, quoi, tu vois? Comment Exactement. veux-tu te foirer? C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que faire que des ads et avoir zéro personal branding, ça fait que ça va être très très dur à closer. Ou alors du coup, il faut être très bon closer. Par exemple, mon mentor, je sais qu'il déteste la création de contenu, etc. Mais il est très très bon en closing. Donc ça fait qu'il peut compenser, mais du coup, il galère un petit peu plus parce que il a pas du coup de personal branding. Mais voilà, des closers qui arrivent à sa cheville, c'est très rare, des gars comme ça. Quoi. Donc, C'est intéressant ce que tu dis, et en réalité, je suis pas hyper d'accord justement avec ce que tu dis là-dessus. Pour moi, alors effectivement, le personal branding va rentrer en jeu, etc. Mais pour avoir fait plein de tests, même je le fais pour moi-même, tu vois, en soi, j'ai pas un personal branding qui est hyper développé pour le moment. Les gens me connaissent pas trop. Ok. Et en fait, ça vient tout dans ton processus de qualification de lead en amont. Mm. Si derrière, en fait, tu as qualifié ton lead, si la personne sait exactement que tu vas pouvoir l'aider, en fait, peu importe qui t'es, alors évidemment, c'est plus simple avec le personal branding, évidemment, mais tu peux quand même avoir de très beaux retours, Oui, bien même sûr, si ça, les personnes te connaissent pas là-dessus, quoi. c'est sûr. Ouais. Mais dans tous les cas, évidemment, si tu as du personal branding en plus, ça peut que Oui. t'aider, et que sur le long terme, c'est hyper intéressant, c'est clair. C'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai que si tu prends un mec en ads et derrière, il voit qu'il y a maxi témoignage client et qu'en plus, tu as un mécanisme qui est vraiment différent, le gars est vendu sur ça, en fait, oui, C'est c'est bon. sûr que ça Ouais, fera. t'as plié le game, Ouais, clairement. Trop bien. Bah écoute Thomas, en tout cas c'était un vrai plaisir de t'accueillir dans ce podcast. J'espère que t'as kiffé à ce moment-là, et qu'on a partagé pas mal de choses à ce niveau-là. Donc c'était super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sous quel nom? Où est-ce qu'on peut suivre ce que tu Ouais, fais? du coup, sur Instagram ou YouTube, c'est du coup Thomas, Thomas R-I-B-E-M-O-N-T. Thomas Ribémon. Ok, génial. Bah écoute, incroyable. Pour tous ceux qui nous ont suivis jusque-là, on a fait un bon podcast, je suis content là, c'est hyper cool. Pour tous ceux qui nous ont suivis jusque-là, pensez à liker cette vidéo, commentez, partagez-la, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la chanson, je vous la refais pas de tous les cas. Mais ouais, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à la partager vraiment à vos amis, sur vos réseaux, etc. Ça ferait extrêmement plaisir. Nous, dans tous les cas, Thomas, on se retrouve très prochainement à Bangkok, sans doute, Ouais. autour d'un dîner ensemble. Et puis, on va pouvoir quitter ce podcast. En tout cas, passez tous une très belle journée. Et en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Merci à toi, Alexis, et plaisir partagé. À très vite. Ciao, ciao.